C'est bon, Super. on est bien. Allez. T'es chaud? Allez, c'est parti. Envoie la sauce. On envoie la sauce. Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur 40 Something. C'est une émission un peu hors format, la première émission où on a un invité. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Thomas Rivoy. Ça va Thomas? Très bien, merci. Voilà, on se dit bonjour comme dans les émissions de Foucault, alors qu'on vient de passer 2 heures ensemble. Voilà, ça me fait très plaisir d'avoir un invité. Thomas, c'est, pour vous le présenter brièvement, c'est un réalisateur de courts-métrages, de documentaires. T'as fait un excellent documentaire sur le cinéma d'horreur norvégien. Oui, excellent, je ne sais pas, mais oui, Ouais, il qui est existe. très bon. J'aime beaucoup. On peut le voir? Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore le voir, mais tu lèves une question intéressante parce que les droits, à mon avis, n'appartiennent plus à mon prod. Donc il faudrait que je vois si je peux privilégié à l'avoir vu, voilà. Et il faudrait... on pouvait le voir sur Ciné Plus pendant un temps. Il faudrait voir si je peux pas le glisser sur Internet. D'accord. Maintenant. Du coup, c'était un excellent documentaire sur le cinéma d'horreur norvégien. Si on retrouve le lien, on pourra le glisser dans la description de la vidéo. Thomas, je t'invite pas aujourd'hui pour parler de tes projets cinématographiques et tout ça. On va plutôt parler de ta revue, parce que Thomas, c'est aussi le rédac-chef d'une revue que j'ai beaucoup défendue sur cette chaîne, vous le savez sans doute. Elle s'appelle Ciné Bazar. Tu peux nous parler vite fait de Ciné Bazar? Une revue où tous les genres sont représentés. L'idée, c'était de proposer quelque chose dans lequel on puisse parler à la fois de cinéma d'auteur, de cinéma d'horreur, de comédie, de films d'action et de tous les pays du monde. Et puis surtout d'aller à la rencontre des gens qui font les films. Qui ont fait, principalement, parce que quand même, voilà. Ciné Bazar, alors ça, je te le laisse, on va en parler tout de suite. Ciné Bazar, c'est quand même une revue qui a démarré comme on peut presque dire un fanzine. Ouais, complètement. Voilà, ça c'est les premiers Ciné Bazar, donc c'est un petit peu des essais, une petite maquette, et puis après, très vite, le magazine s'est professionnalisé, d'abord chez Leitmotiv, si je me trompe pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Sous ses couvertures comme ça, et puis après, aujourd'hui, chez Rouge Profond, avec des numéros absolument incroyables comme ça. Je trouve que même parler de revue de cinéma, c'est un petit peu réducteur. Parce que franchement, ça laisse la parole à de nombreux réalisateurs qui sont ou qui ne sont plus là. Quand par exemple, celui que j'ai dans les mains, on laisse parler Jean-Pierre Mocky, Yves Boisset et Alain Gessua dans le même numéro. C'est quand même les poils à gratter du cinéma français. Je trouve ça énorme. Un petit peu de contexte. Hein. D'abord, Thomas, on s'est rencontrés dans... Alors, j'avais un magasin, je travaillais dans une boutique qui faisait du Blu-ray, du DVD. Tu venais tout le temps parce que toi, t'es un fervent défenseur du support. T'en as partout. Hein. La dernière fois que j'ai été chez toi, il y en avait plein les étagères, ouais. Comme nous tous. Et du coup, Thomas, un fervent défenseur du support, il venait souvent faire des petits achats. Alors, t'as quand même un esprit cinéphile même plus ouvert que moi, je pense. Parce que toi, t'es capable de défendre pas mal de trucs de la nouvelle vague et tout ça, que moi, j'ai du mal à supporter, mais toi, t'aimes vraiment tout le cinéma dans sa globalité. Et tu viens un jour et tu m'annonces comme ça, on discutait, on était devenus presque des potes déjà à l'époque, et tu me dis, j'ai envie de lancer ma revue de cinéma. Alors moi, dans mon coin, je me dis, ouais, vas-y gars, et j'y croyais quelque part. Au fond de moi, j'ai quand même vu défiler des gens qui pensaient tous être le nouveau Kubrick, et puis qui ont revu leurs ambitions à la baisse avec les années. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et quelques semaines plus tard seulement, tu m'annonçais que le premier numéro allait sortir. Alors moi, j'ai envie de te poser quand même une petite question. Comment on sort aujourd'hui, comment on sort, parce que le premier numéro date de quelle année? 2014. 2014. Alors comment on sort une revue de cinéma comme ça? Comment t'arrives à décrocher dès le premier numéro des entretiens avec des réalisateurs connus? Comment ça se passe? Écoute, il faut pas avoir peur de demander, déjà, la première chose. Faut pas avoir peur de demander de l'aide autour de soi et de demander... moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment une revue majoritairement d'entretien, et donc d'aller démarcher des entretiens avec des cinéastes du monde entier. Ils sont plutôt majoritairement américains, parce que c'est aussi ça... Le nerf de ma cinéphilie. Ça te permettait aussi de te payer des petits billets d'avion voilà, pour te faire des petites vacances. Mais oui, il faut pas hésiter à demander, contacter. Facebook m'a beaucoup aidé. Ah ouais? Je vais pas mentir là-dessus. Soudainement, il y avait des réalisateurs de série B que moi... T'avais déjà un petit carnet d'adresses ou rien du tout? Non, parce que moi, quand tu m'en parles, tu sais déjà un petit peu... Parce que j'ai remarqué quand même, en me replongeant parce que j'ai refeuilleté la revue qui est absolument extraordinaire, hein, je vous la conseille, elle est intemporelle, il y a vraiment des entretiens avec plein de réalisateurs, et c'est des choses qui vieillissent pas, on les entend parler, il y en a certains, je vous le répète, qui sont plus là. On remarque que sur les premiers numéros, il y a quand même plus de dossiers thématiques, notamment Bud Buttischer ou des choses comme ça, et puis plus ça va, plus on laisse la parole, puis alors là, tu leur laisses des pages et des pages et des pages pour s'exprimer. Comment au début, t'as quoi comme carnet d'adresses à la base? Mais non, mais au début, vraiment, très sincèrement, j'ai pas de carnet d'adresses, j'ai Facebook. Ah ouais, c'est ça. Vous aussi, en fait, si vous avez Facebook, vous pouvez lancer votre revue de cinéma. Non, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de cinéastes de série B
que moi j'admirais beaucoup, enfin que j'admire beaucoup et qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui deviennent tout d'un coup accessibles. Et après, il faut savoir aller les chercher, les convaincre de participer. Si je me souviens bien d'ailleurs au début, on va se le dire entre nous, tu pipotes un tout petit peu quand tu vas rechercher quand même des gros poissons, tu leur dis ouais, c'est une revue française de cinéma. Bien sûr. Mais non, mais bien sûr. Mais on a de la chance en France, dès qu'on veut faire quelque chose d'intellectuel, on a derrière nous une grande lignée de penseurs. Et typiquement, j'ai remarqué que la posture du critique de cinéma français, elle a pas son équivalence dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que tu vas n'importe où, tu dis que tu es critique français, et en fait, grâce au cahier du cinéma, et puis après positif, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui vient des cahiers. Il y a un respect tout de suite. Le critique français, c'est quelqu'un qui a un background, une culture, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ce qui est l'image pour les gens de nous. C'est marrant que t'en parles, parce que je trouve quand même qu'il y a aussi un plus grand respect chez nous, notamment pour les cinéphiles, pour le réalisateur. Aux États-Unis, il y a un nombre de réalisateurs qui sont absolument pas connus. On va parler là de Walter Hill dans cette émission. Walter Hill aux États-Unis, je pense que ça parle pas à grand monde. Hein. Ouais, c'est la politique de l'auteur, quoi. C'est en France, le réalisateur. Déjà, le réalisateur a les droits sur son film, ce qui est c'est un des seuls pays au monde. En tout cas, c'est très différent de la production américaine, où le film appartient au réalisateur. Ouais. Ça en fait un artiste, alors qu'aux États-Unis, il appartient au producteur. Donc c'est pas tout à fait le même positionnement, et résultat, on n'a pas la même image d'un réalisateur dans ces deux pays. Mais donc voilà, et puis en fait, une fois, quand tu commences à obtenir des entretiens, c'est comme j'aime bien cette image d'une bobine de fil, de laine, tu sais, ça déroule. Ah ouais. Et petit à petit, mais il y a des numéros. T'en chopes un, t'en chopes deux, puis après il t'ouvre les portes. Ouais, mais je m'en rappelle. Il y a des étapes. Tu me parlais de ça, ouais. Tu me disais que lui, il t'avait donné les contacts de tel. Bah lui, il voudrait bien le faire, et puis ça. Et tu vois la différence, tu vois le premier. Et tu comprends, ce que j'aime bien dans Ciné Bazar aujourd'hui avec le recul, c'est que je vois très nettement les étapes franchies. Je parle pas des maquettes, du fait de passer du fanzine au prozine, à la revue, etc. Mais juste dans les castings de gens qui ont participé, tu vois le moment où on commence à taper ce qu'ils appellent des A-list directors. Ouais. Vraiment, même dès le numéro 4, tout d'un coup, il y a John Landis, Paul Verhoeven dans le même numéro, et il y en a 5 derrière. Ouais, parce que t'as quand même été chercher des Michael Mann, des gens comme ça, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, quand je voyais arriver le sommaire, je me disais, mais comment t'as décroché des gens comme ça? Je t'imagine quand même, t'en as fait des allers-retours à Los Angeles ou je sais pas où. Ouais, on a beaucoup voyagé, on était en Lettonie aussi, je suis allé à Rome voir Argento, je suis allé pas mal de fois à Los Angeles, 5-6 fois. Et donc, du coup, alors, question suivante, tu viens de dérouler un sacré pédigré. Pourquoi, aujourd'hui, t'es pas venu les mains vides? Qu'est-ce que tu nous as amené? Voilà ce que j'ai apporté. Voilà, le petit bouquin, le nouveau bouquin, un livre d'entretien avec Walter Hill, La Dimension Walter Hill. Alors ça, c'est un livre qui sort en ce moment chez Rouge Profond, c'est sorti début octobre. Ouais, 3 octobre. Donc, début octobre, ça doit être passionnant, je vais vous dire franchement, moi je l'ai pas encore lu, hein. Je l'ai commandé et je l'ai reçu trop tard, donc je suis vierge de tout a priori. Pourquoi Walter Hill? Avec tous les noms que tu as cités, pourquoi c'est sur lui que tu t'attardes? Parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entretien. Pourquoi Walter Hill? Écoute, d'abord parce qu'il n'y avait rien sur Walter Hill. Et Walter Hill, c'est un cinéaste important. C'est un cinéaste dont les jalons importants de la carrière vont de début des années 70 à il y a une petite dizaine d'années, on va dire. Il a continué à tourner. On va éplucher un peu sa filmo, on va voir un peu, parce que Walter Hill, ça vous parle peut-être pas trop, mais c'est un cinéaste important, très important pour moi, mais pour le cinéma globalement, parce qu'il y a quand même des choses absolument incroyables. Le nom ne parle pas, mais en fait, quand on se plonge et qu'on décortique sa filmographie, on réalise à quel point il est important. Il est quand même le père de Alien, par exemple, la saga. Ah, ça doit le faire bouffer encore aujourd'hui. Hein. Ah ouais, ça, on va en parler, mais le mec, il a commencé alors, comme scénariste, on va parler un peu de sa film, on va revenir en détail dans tout ça, mais il a eu l'idée de génie au début de sa carrière de produire Alien. Donc depuis, il bouffe sur Alien. Vous allez voir un Alien, vous achetez un Blu-ray d'Alien, vous regardez la série télé Alien, vous donnez à manger à Walter. Mais surtout, il l'a produit, mais il a donné la dimension à Alien. C'est-à-dire qu'il a fait du rôle principal une femme. Donc déjà, il a donné vraiment toute l'importance d'Alien. En fait, lui, il avait un deal. Je sais pas à quel point je peux creuser. Vas-y. En fait, il avait un deal avec la Fox de producteur. Il a trouvé le scénario de Dan O'Bannon. C'était un scénario amateur. C'était un scénario mal écrit. Tu sais que justement, je lisais hier, j'étais en train de le lire, le truc original. Ah ouais, ok. Ah ouais. Il y a quand même, tu vois, déjà dans le scénario de Dan O'Bannon, vraiment le squelette est assez précis de ce que va devenir Alien. Il y a
une histoire simple avec une idée très forte. C'est ça, le SOS, le vaisseau qui arrive. Et la scène de repas qui était déjà là. Et Walter a repris ça, a tout réécrit avec David Giler, qui était son partenaire de production à la Fox. Ils l'ont produit, il devait le réaliser, et finalement, il a décidé, parce qu'il y avait trop d'effets spéciaux, notamment et que lui voulait faire son premier western, ils ont choisi, avec David Giler, ils ont choisi Ridley Scott, et ils ont mis à la réal Ridley Scott. Ça reste le film de Ridley Scott, évidemment, mais c'est sur un terreau Walter Hill. Donc, mais c'est quand même ce film, c'est un alignement des étoiles absolument incroyable, parce que c'est quand même Giger, t'as quand même cette créature, le film n'existe pas sans cette créature, bien sûr, sans son mode de reproduction, et quand on voit les différents cuts du film, il y a aussi des scènes qui modifient un peu le mode de gestation et de reproduction du monstre, donc tu dis que le film, en l'état, c'est un petit moment de grâce, quoi. Ouais, complètement. Et donc Walter Hill. Et donc il y avait rien sur lui, et puis après, moi c'est un cinéaste que j'aime énormément, enfin voilà, que j'ai quand même en partie découvert aussi grâce à la boutique que tu dirigeais, parce que... mais toi t'as quand même, il faut bien le dire, je t'ai présenté tout à l'heure de manière un peu... en étant un peu caustique avec toi sur ton amour de la nouvelle vague et tout ça, mais toi t'aimes beaucoup aussi, t'as un amour réel de la petite série B, et notamment des petits artisans comme Roël René, ou des gens qui font... Roël René, cherchez sa filmo, vous allez voir, c'est du bis, mais... c'est énorme. The Marine 2 quand même. Énorme. The Marine 2. Énorme. Un film très sous-estimé. Et tout, j'adore. Non, moi je suis plutôt un fan de série B avant tout, de cinéma de genre, et je pense que les gens qui aiment le genre, ils s'intéressent à tout en fait, c'est assez intéressant. L'inverse est plus rare, les dingues de la nouvelle vague s'intéressent pas forcément au film de Roël René. Voilà. Moi je l'ai souvent dit dans le magasin où je bossais, justement, on voyait débarquer tout un tas d'élites qui ne juraient que par Bergman et qui avaient vu 2 films. Donc, tu vois, je pense qu'en cinéma, tu peux pas avoir 2 hier, notamment dans le cinéma, vraiment d'artisans, de gens qui bricolent avec les moyens du bord. Non, bien sûr. Enfin bon, en tout cas, Walter est un cinéaste important dans ma jeunesse, avec qui je voulais discuter, et puis espérer être peut-être le premier, et d'ailleurs le seul, il me l'a confirmé, à l'époque en tout cas, il m'avait dit il n'y aura pas d'autres livres. C'est quelqu'un qui aime pas forcément parler de son travail, il a une posture assez timide, assez... lui, il s'est toujours abrité derrière ses films. Voilà, assez discrète. Faut bien le dire. Même en France, je pense que son nom ne parle pas beaucoup, parce que c'est ses films qui parlent pour lui. Ouais, exactement. Donc, exactement. Et il conjuguait, il cochait un peu toutes les cases pour toi. Il cochait toutes les cases. Pour moi, c'est un très très grand scénariste-réalisateur. Il y a eu une interview, tu lui as déjà accordé une interview dans un ciné-bazar. Attends, je vais le reprendre. Ouais, le 3e ciné-bazar, et qui était le premier où on basculait chez un éditeur. Voilà. Et dans celui-là, justement, j'ai relu l'interview dernièrement. Elle est super intéressante. Et c'est à la suite de cette interview, justement, que tu as le déclic et que tu te dis, tiens, mais je ferais bien un livre sur lui. Ouais, c'est à ce moment-là. Ouais, quand je lui envoie le numéro. Donc c'est un entretien que j'avais commencé par mail, et puis j'étais allé aux États-Unis et il me restait de la place, et donc je lui avais proposé de le rencontrer pour prolonger cet entretien. Donc on avait passé 1 heure chez lui et c'était super intéressant. Et puis, tous les réalisateurs, quasiment, tu débarques chez eux. On t'offre le café, les petits gâteaux, et t'arrives, salut, c'est moi Thomas, quoi. Ça dépend des cinéastes, mais oui. Il y en a qui t'ont moins bien accueilli. Non, j'ai toujours été... D'ailleurs, on m'a toujours dit, il faut pas rencontrer ses héros. J'ai toujours entendu cette phrase, et vraiment, j'ai toujours déconstruit cette idée. J'en ai rencontré peut-être entre 100 et 150, et j'ai jamais été déçu. Ouais. Jamais. Mais tu sais que j'étais très jaloux. À un moment, tu m'as dit, tu veux pas m'accompagner, oui, tout ça, je me souviens, je voulais même j'étais... Non, parce que là, il fait un petit peu la fine bouche et le modeste, mais je t'avais même proposé de reprendre la revue, et c'est vrai ça. Et puis t'es aussi, je le dis quand même, c'est touchant d'être là, parce que t'es quand même quelqu'un qui a participé à tous les numéros du 1er au 8e. Tu es la seule personne qui a participé à tous les numéros de la revue. Ouais, j'ai toujours trouvé ça un petit peu... c'est toujours très gentil, parce que tu as toujours beaucoup remercié les gens et tout, mais enfin, à la base, quand on voit le travail que ça représente, la quantité astronomique, le poids que tu as sur les épaules, c'est quand même ton bébé, quoi. C'est quand même toi. Moi, j'ai fait des traductions, des trucs, mais à côté de ça, toi, enfin, l'édito, c'est toi, la construction du magazine, la ligne éditoriale, la singularité du magazine, la parole à qui tu les donnes, c'est toi, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à obtenir ça en 8 numéros. Ouais. C'est absolument incroyable. Et donc, pour ce livre, Walter Hill, parce que tu m'as dit tout à l'heure, je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup discuté, on a essayé de garder les choses fraîches, on se pose vraiment les questions. Ça représente combien de temps de travail, combien d'allers-retours, combien d'entretiens avec Walter, et surtout, qui parle, parce qu'il n'y a pas que lui. Non. Alors, la dimension Walter Hill, ça a donc commencé à réception du numéro 3 de Ciné Bazar. J'ai dit à Walter,
voilà ce qu'on a fait ensemble dans ce magazine. Maintenant, moi, dans cette revue, maintenant, je veux faire un livre uniquement sur ton travail avec toi. Donc on a commencé en 2016, le livre vient de sortir, donc presque 10 ans de travail. Ouais, c'est ça, parce que celui-là, il date de 2016. Ouais. Donc presque 10 ans de travail. Il y a 3 ans d'aller-retour à Los Angeles, de discussion avec Walter, 2017, 2018, 2019, où pendant plusieurs jours, chaque année, on a discuté de tous ces films. Il y a dû en avoir de la discussion, parce que moi, quand je l'ai relu tout à l'heure, tu lui accordes une bonne douzaine de pages déjà, et j'ai l'impression que tu te tapes sa carrière en accéléré, quoi. Non, je me dis, mais on parle pas de ça, et t'as quasiment une question par film, et c'est un peu frustrant. Hein. Bah écoute, ça, je pense que ça c'est un bon... Je l'ai pas relu cet entretien, mais je pense que c'est un bon teaser. Je l'ai relu tout à l'heure. Et alors pour le coup, là, sans fausse modestie, j'avais fait l'espèce d'intro à l'entretien. Et le titre que j'avais choisi, c'était Quand les hommes étaient des hommes. Alors j'empruntais la formule à une pub qu'il y avait pour Mad Men à l'époque. Tu te rappelles la série Mad Men ? Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'était la tagline, c'était Quand les hommes étaient des hommes et les femmes portaient des jupes. Wow. Et je trouve que Quand les hommes étaient des hommes, ça représente bien le cinéma de Walter, qui est un cinéma un petit peu à l'ancienne, quoi. Un cinéma, il y a du bonhomme, quoi. Il y a de la chemise ouverte, poils qui sortent, il y a du muscle, de la testostérone. On va se faire la filmo. Vous allez vite vous en rendre compte. Il considérait tous ces films comme des westerns, mais c'est vraiment ça. Il y a toujours l'inconnu, le mec qui arrive, par qui l'histoire va se cristalliser, des sales gueules bien burinées. Enfin, il a un amour pour ce cinéma-là, quand même. Ouais, bien sûr. Il s'inscrit vraiment dans la continuité des grands classiques hollywoodiens, les westerns, les John Ford, etc. Et après, lui, il va y injecter un côté un peu pop, un peu pulp. Et en fait, il va faire la transition vers les Tarantino, vers les Nicolas Winding Refn, vers tous ces gens-là. Et il est bien dans son époque à chaque fois. Ouais, quand tu vois Les Rues de Feu, c'est un film qui est très 80s. Il a à chaque fois une vision vraiment... il est complètement. pas... Et donc, des entretiens au long cours avec Walter sur tous ces films, à l'exception de son dernier, mais qui est quand même couvert par d'autres personnes. Parce que l'idée, c'était aussi d'avoir des inputs, des idées sur qui est Walter Hill du point de vue de ses proches et du point de vue de fans et de collaborateurs. Et donc, la préface est signée Roger Avary, qui est donc le scénariste, entre autres, de Pulp Fiction et qui est un fou de Walter Hill. Il y en a des fous de Walter Hill. Et ensuite, dans le livre, il y a Sigourney Weaver qui témoigne, l'actrice principale de Alien. Il y a Christopher Walken, il y a Edgar Wright, il y a Michael Mann, John Landis. Tu sais que t'as dit Edgar Wright, tu l'as vendu à mon frère. Là. Il est en train de me commander. Voilà, super. Je le vois derrière son écran. Et un dont je suis très fier, parce qu'il n'est pas simple à aller chercher, c'est Laurence Kasdan, qui est donc le scénariste, entre autres, de Indiana Jones, Star Wars, l'Empire contre-attaque, etc. Et réalisateur aussi, que j'aime vraiment. Silverado, non ? Ouais, entre autres, absolument. C'est excellent. Silverado, puis moi j'adore, j'aime vraiment beaucoup Les Copains d'abord, qui est vraiment, vraiment bien, quoi. Et Wild Earp aussi, j'aime bien, même si je sais qu'il est moins apprécié. Ah, je l'aime beaucoup. Moi je trouve ça incroyable. Donc voilà, donc comme ça, il y a pas mal de personnes qui témoignent aussi sur ce que j'espère restera le livre ultime sur Walter. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, au final, t'as le sentiment du devoir accompli, tu te dis, j'ai fait le livre sur Walter Hill. En tout cas, d'un point de vue de l'entretien. C'est pas un livre critique, c'est pas un livre de critique de cinéma qui théorise une pensée sur la carrière de Walter. En revanche, c'est vraiment une conversation avec quelqu'un qui a fait de sa vie une vie de cinéma de tous les niveaux. Parce qu'il c'est un petit peu la philosophie de cinéma. Ouais, complètement. De laisser les auteurs et les films parler. Et derrière ça, je pense qu'il y a un regard critique. Mais vraiment, c'est ce qui est passionnant chez Walter, c'est qu'il a tout traversé. Il a été assistant réalisateur sur des films de Norman Jewison, sur Peter Yates, Bullitt, sur Woody Allen. Et puis après, il a été scénariste, producteur, réalisateur. Justement, ça n'arrête pas. T'enchaînes, on va y aller direct. Allez. On va y aller direct parce que moi, ce que j'ai noté, alors j'ai pris les petites notes parce que quand même, ça fourmille, vous allez voir. C'est quand même un réalisateur, un scénariste rare parce que quand tu vois sur IMDb, c'est courant aujourd'hui de voir des réalisateurs qui ont 200 crédits parce qu'ils ont tous touché à la réalisation des pilotes de séries télé ou de choses comme ça. Et lui, pas tant que ça, genre moins de 30 crédits en tant que réalisateur, moins de 30 crédits en scénariste, producteur un petit peu pareil, donc c'est quelqu'un de rare finalement. Tu l'as dit, il commence par plein d'expériences. Moi, j'ai noté surtout scénario de Guet-apens en 72. Donc, le Peckinpah avec Steve McQueen et Ali McGraw. Ouais.
C'est ça. Et puis... Il s'entendait très bien avec McQueen, qu'il aimait beaucoup. Le Convoi a peut-être un peu mieux marché, mais je crois que Guet-apens est potentiellement le plus gros succès de Peckinpah. Avec Le Convoi, il y a une... Le Convoi, je trouve ça mortel. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Il m'a imprimé la rétine. Ah, l'ouverture avec la fille qui passe en voiture et le camionneur qui la regarde. C'est tellement énorme. Cinéma d'une autre époque, mais c'est tellement bon. Donc Guet-apens, avec un magnifique film, tout le monde me dit Guet-apens, Peckinpah, ouais, mais derrière, il y a Walter Hill. Mais ça reste un film de Peckinpah, et ça, j'en parle beaucoup avec Walter. Je te coupe parce que on a une discussion là-dessus. Quoi qu'il arrive, un film, c'est un film de... Le réalisateur est responsable de son film. Si le scénario est bien, tant mieux pour lui. S'il est pas bien, tant pis pour lui. Mais... un film restera toujours un film d'un réalisateur. Donc Guet-apens, le réalisateur, il a son mot à dire, il peut retoucher des scènes au moment du tournage, il a son mot à dire sur le montage, c'est ce que je dis, moi, pour moi, la réalisation, souvent, c'est bien sûr ce que tu mets dans le cadre, mais après, la façon dont tu montes ton film aussi. Bien sûr, évidemment. Donc, tu sauves des carrières en montage d'acteurs aussi. Non, vraiment, un bon monteur peut te faire avoir un Oscar. Mais en tout cas, oui, Guet-apens, c'est un film écrit, et très bien écrit par Walter Hill, mais derrière, c'est le film de Peckinpah, quoi. Et donc, au niveau de sa filmo, à Walter, on peut remarquer quand même quelque chose, c'est qu'il n'a pas démarré par des courts-métrages ni rien, du coup, il démarre direct par un long-métrage, Le Bagarreur, 75, alors Hard Times, film avec Bronson que j'aime beaucoup, pour le coup, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu son Rocky ? Parce que tu as ce personnage de Bronson pendant la Grande Dépression qui essaye de joindre les deux bouts en mode Fight Club, il se bat dans la rue pour gagner de l'argent. James Coburn, Jill Ireland, c'était sa femme à l'époque. La femme de Bronson. Oui, pas de Coburn. Et donc le film, je le trouve toujours excellent. Pour un premier long métrage, je trouve ça déjà très abouti, quoi. De très très grands chefs opérateurs derrière, dont le nom m'échappe, Philippe Latrobe, le chef-op. Regardez sa carrière. Et très proche de Walter Hill. Et puis, film intéressant parce que Walter voulait pas Bronson au début, parce que Bronson, à l'époque, il est un peu vieux. Il est un peu... Pourtant, dans le film, il paraît... Mais lui, il est sans âge. Mais il paraît pas vieux à l'écran, quand tu vois le corps qu'il a. Non, mais même, surtout, ça donne une dimension au film énorme. Et évidemment, Walter l'a très vite compris que ça allait jouer en sa faveur. Mais au début, c'était assez compliqué pour lui d'imaginer avec Bronson. Il voulait qui à la base, tu sais, ou... Oui, il voulait Ian Michael Vincent. Ouais, C'était plutôt ce genre de gars qu'il voulait. Et, c'est ça. Mais ensuite, on lui a imposé Bronson et finalement, c'est parti avec Bronson. Mais oui, film hyper intéressant, hyper beau et très pur. De toute façon, vous allez voir le Bagarreur, donc le premier, vous l'avez peut-être pas vu. Par contre, à la suite, tout de suite, ça enchaîne avec un film qui est pas trop connu non plus, The Driver, 78, Ryan O'Neal, Isabelle Adjani. C'est un des rares films étrangers d'Isabelle Adjani. Ouais, un petit peu l'ancêtre de Drive. Complètement, c'est complètement, non, pas du tout, t'exagères pas, c'est vraiment c'est l'histoire d'un pilote qui accompagne des braqueurs, qui les attend dans sa caisse et dont le métier est ensuite de les sortir de l'embarras, quoi, du lieu qu'ils viennent de braquer. Joué par Ryan O'Neal, qui est quand même le sosie de Ryan Reynolds. Et puis surtout, on voit déjà, alors moi... Il y a Bruce Dern aussi, dedans, qui est énorme. Moi j'aime bien le film, mais j'ai mis du temps à l'apprivoiser. Au début, j'ai trouvé ça chiant, quoi. Ouais, il est pas simple. C'est un rythme assez lent, assez contemplatif. Par contre, on voit déjà son amour pour filmer les ambiances un peu nocturnes, la ville de nuit. Enfin, ça passe très bien. The Warriors, les guerriers de la nuit, en 79. Ça, c'est un monument. Ouais. C'est le film qui fait que il arrête... Enfin, il sort de Alien pour aller tourner les Warriors. Parce qu'Alien, les Warriors c'est en 79, c'est là qu'il produit Alien aussi. Ouais, exactement. Et lui, il part au moment du tournage d'Alien, il est sur le shoot de Warriors. C'est David Giller qui va superviser Alien. En tout cas, les Warriors, oui, super film nocturne à New York. Puis l'histoire, alors incroyable quand même. On est déjà dans et ça reviendra plusieurs fois dans le cinéma de Walter Hill sur une espèce de film sans âge. On ne sait pas quand ça se passe. C'est presque une époque indéterminée. On le fixe dans le Bronx, là, dans les ghettos, dans une atmosphère très nocturne. On ne sait pas si c'est quasiment futuriste, à l'image de Class of 1999, des choses comme ça. On ne sait pas trop comment ça se passe, ce film. Et du coup, il y a des gangs, et puis il va y avoir un mort, un gang va être accusé, ils vont devoir traverser plusieurs districts, en évitant d'autres gangs. Donc c'est un film ultra coloré, avec une ambiance qui me rappelle un peu Carpenter. Coloré. Ouais, complètement, c'est vrai. Ouais. Il y a deux montages du film, non ? Oui. Ou c'est juste qu'ils ont retouché les scènes de transition en dessin animé là ? C'est une vraie différence en fait. Il y a ce qu'ils appellent un Deer Cut et la version cinéma. La version cinéma plaît plus, et le Deer Cut, il y a des injections de transition type comic que moi books. J'aime bien, T'aimes pas toi ? Moi j'aime bien aussi, et c'est la version évidemment que Walter aurait préférée. Il devait y avoir une petite voix off au début de Orson Welles aussi qui raconte
monte, etc., qu'on est dans une dystopie, tout ça. Mais oui, film important, et film surtout qui va poser problème en termes juridiques, hein, parce que en fait, c'est un film qui, selon certains points de vue, fait l'apologie des gangs, parce que ce que le film explique, c'est que si tous les gangs se mettent ensemble, ils peuvent dominer le système policier américain, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc tout de suite... ça fait polémique à l'époque déjà. Énorme polémique. Ah ouais. Énorme. Ça a été D'ailleurs, un je gros crois problème. que c'est de ce film qui dit que ça n'avait pas trop marché aux États-Unis à la base. Ouais, les Et que Warriors. ça a cartonné ailleurs dans le monde. Ouais. Bah, c'est dans ton interview. Il y a pas mal de films comme ça chez Walter Hill. Et ça devient un jeu de PlayStation 2 aussi. Hein. Ah ouais. Non mais je le dis quand même. Anecdote importante. De PlayStation 2 et de Xbox. C'est important. Mais je m'en souviens, ça montre un peu aussi en mode Double Dragon, là, le truc où t'avances et tu tapes sur des gens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu tapes sur des gens. Voilà. Facile. À la batte de baseball. À la batte de baseball. Bon, parce que t'as sous la main, quoi. Mais en termes de pop culture, c'est intéressant. Ok. Après, c'est premier western, pour lui qui a toujours considéré ses films comme des westerns, premier western en 1980, The Long Riders. Je t'avoue que je le pensais beaucoup plus récent comme film. Mm-hmm. C'est en relisant sa filmo que je me suis dit, putain, c'est ancien, 1980, le gang des frères James. Alors là, il fait venir plein de frangins. Les Carradine, les Quaid, Dennis, Randy, les Kitsch, Stacy Kitsch, Mike Hammer et puis son frangin. Enfin, il fait jouer plein de frères, je sais pas si ça vire à l'exercice de style ou quoi, mais le film est sympa quand même. Moi, j'adore. Ouais, je sais que c'est attendu presque de dire ça, mais c'est vrai que j'adore les westerns de Walter Hill. Je les aime tous, mais je trouve que celui-là, il y a une élégance de la mise en scène. J'aime vraiment beaucoup. Il y a une forme de nostalgie aussi. Mon préféré en western de Walter Hill, ce serait plutôt Broken Trail. Broken Trail, c'est intouchable. Parce que Broken Trail, ça arrive beaucoup plus tard, et du coup, il y a un côté un peu plus nostalgique sur cette époque du western. Ah ouais, non mais Broken Trail, il filme ses westerns. Extraordinaire. Il filme ses westerns un petit peu comme des petites péloches urbaines. J'allais pas dire très cuté, mais c'est très rythmé quand même. Ouais, bien sûr. Ça va à l'encontre des westerns un peu fordiens qui sont très dans la contemplation, un peu lents. Là, c'est pas du tout lent, c'est vraiment... c'est super dynamique comme mise en scène. Southern Comfort, 1981. Keith Carradine, donc, qui revient. Fred Ward, sans retour en France. Sans retour en français, film dans les bayous. Délivrance. Ouais, alors... Mais il aime pas trop qu'on compare son film à Délivrance, donc on va pas le faire. Mais non, mais c'est pas du tout. Mais il y a évidemment pareil. Des points communs. Mais... En revoyant Délivrance aujourd'hui, on se rend compte que Délivrance est plus un film sur la culpabilité. C'est un vrai drame. Le secret. Voilà, exactement. Ouais, je trouve que quand on cherche vraiment une traque, un film un peu survivaliste dans les forêts, celui-là, il est incroyable. Southern Comfort, sans retour en français, qui vient de ressortir dans une sublime édition en 4K. Tu l'as acheté ? Ouais, bien sûr. J'attendais le non, c'est un super film survival dans les bayous avec une. C'est la garde nationale qui se retrouve en fait dans les bayous et ils vont se retrouver avec des locaux, des espèces de Cajuns. Des Cajuns, planqués au milieu de la truc qui ont dit vous n'avez rien à foutre ici et puis ça va. C'est un film de guerre en fait. Hein. C'est un film de guerre. C'est aussi les gardes nationaux qui déclenchent le conflit, le combat, et puis qui vont se retrouver traqués quoi. Et surtout la fin, les 30 dernières minutes de Sans Retour, sont touchées par la grâce. C'est dingue, le rythme, la musique, le jeu de regard, et le tout dernier plan, que moi j'ai redécouvert vraiment grâce à la remasterisation. Je m'en souviens pas, je vais me le remater. La remasterisation m'a fait découvrir quelque chose que je n'avais pas compris du film, y compris quand j'ai fait l'entretien avec Walter. Et la fin, elle est dingue je peux pas trop en dire quoi, mais de ce qu'elle montre et ce qu'elle montre pas. C'est marrant d'ailleurs parce qu'à partir de ce moment, alors là il va y avoir un peu de temps, mais à partir de ce moment c'est quasiment un film par an, et c'est que des films importants. Et que des succès, parce que 82 c'est 48 heures. Alors 48 heures, c'est son plus gros succès. 48 heures, Nick Nolte, on va le prononcer à l'américaine, Eddie Murphy, Annette O'Toole, Sonny Landham, il y a du beau monde, Brian James. Et moi quand je l'ai revu, alors là pour le coup dernièrement, et là je déconseille le 4K qui est vraiment pas beau. Le Blu-ray il est bien meilleur. Ah ouais, ok. Vous qui regardez cette émission, alors franchement, et mon frangin sera d'accord avec moi, le Blu-ray est bien meilleur. Donc, franchement, le 4K n'apporte rien. Mince, il est pas particulièrement beau. Ah ouais, non, garde le Blu-ray, précieusement. Et du coup, le film, c'est noir. C'est sombre. On a Eddie Murphy qui est à l'époque un jeune acteur en fait, qui est Nick Nolte, c'est l'acteur chevronné. Walter lui dit un petit peu, ça c'est encore ton entretien, Walter lui dit tu vas tourner, à chaque fois toi tu donnes le meilleur et lui on prendra la meilleure prise. Il est pas ultra connu en fait à l'époque, Eddie Murphy. En fait il est connu parce qu'il joue dans Saturday Night Live, donc il est connu comme un comique de télévision, mais il n'a jamais fait de long métrage de fiction. Donc c'est son premier rôle, premier film même de cinéma. Mais si tu veux, le chemin est déjà un peu pavé dans le sens où c'est quelqu'un qui a une respectabilité, c'est un comique de télé d'une émission très connue aux États-Unis. Mais faire de la comédie, faire du one-man show à la télé
et jouer dans un film, c'est quand même deux métiers très différents. Et donc, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils s'appuient sur un Nick Nolte, qui est un acteur chevronné déjà quasiment au sommet, énorme. Et puis après, il y a un travail de montage colossal sur ce film pour récupérer que les meilleures prises de Eddie. Ah, c'est clair, mais c'est un peu en plus l'ancêtre du buddy movie. Enfin, il y en a eu d'autres avant. Même Walter Hill, il dit non, j'ai pas inventé le buddy movie. Mais enfin, c'est quand même une recette. En tout cas, le buddy cop movie avec des flics et tout. Enfin, lui, il dit c'est pas un buddy movie. Ouais, il appelle ça un il dit mes personnages ne s'entendent pas. Mais pour moi, alors ça, c'est très ambigu. Walter Hill, il considère qu'il n'a pas créé le buddy movie parce que ces personnages, comme tu le dis, ne s'entendent pas. Mais pour moi, c'est la base d'un buddy movie. C'est clair. On met deux personnes qui s'entendent pas. C'est le principe du film de Marty Brest. Mais tous. Midnight Run. Mais même L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, ils se détestent au début. Shanghai Noon, ils s'entendent pas, ils se comprennent pas. Bien sûr. Mais vachement bien d'ailleurs. Ouais, c'est super. Les deux sont super. Moi j'aime vraiment les deux. Je me souvenais plus qu'il y avait un 2. Ah si, il y a un 2. Ah vraiment, Shanghai Noon. C'est des purs films d'aventure. Ouais, je suis d'accord. Pour finir quand même, juste sur 48 heures, un petit mot quand même. Quand on le revoit, on plonge vraiment dans le New York de cette époque, avec le racisme ambiant, un peu comme un Dirty Harry, tu vois. Bien sûr. Il y a ce côté-là qui est très sec, très froid, et moi, quand je le vois, je me fais, waouh, ça te plonge. C'est une vraie peinture de ce que c'était que New York en 82, quoi. Mais même, il y a une scène incroyable dans un bar. Ouais, exactement, la scène du bar. Bien sûr. Mais cette scène-là, j'en ai parlé avec Martin Brest, qui a réalisé Un flic de Beverly Hills, et qui m'expliquait qu'il avait fait Un flic de Beverly Hills après avoir vu cette scène. Ça l'avait inspiré tout le film. Mais bien sûr, c'est toute l'ambiguïté de ce film-là, de 48 heures, joue sur... même de prendre un acteur blanc et un acteur noir, à l'époque, c'était hyper moderne pour jouer les deux premiers rôles. Et forcément, après, ça ping-pong là-dessus aussi, quoi. Et on est dans une société... Faut pas oublier que la fin de la ségrégation aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, c'est 64. Je veux dire, en 80, quand tu vas dans le sud des États-Unis, t'inquiète que c'est encore très présent et très problématique. Donc c'est vachement intéressant sur ces questions-là aussi, C'est un petit peu une diapo d'une autre époque, quoi, tu vois, je trouve ça intéressant. Et c'est très moderne en termes de... aussi, en revanche, dans les scènes d'action. C'est hyper moderne. Moi, je trouve que ça met à la ramasse. Quand ils se bastonnent dans la rue et tout, il y a vraiment des trucs. Même les scènes les gunfights mettent à la ramasse beaucoup de films dans le côté réaliste. Il est bon là-dessus, quand même. C'est le nerf de son cinéma, un peu. C'est vraiment bon. Les Rues de Feu, moi, 84. J'adore. On en parlait en intro, mais je trouve que c'est un film qui est dans son temps, il est dans son jus. Tu le vois, t'entends les notes de musique, tu fais ah ouais d'accord, c'est un film des années 80. Ouais, et d'ailleurs ça s'embarrasse pas de... Enfin c'est vraiment un film, ça se vend comme un rock'n'roll fairy tale, il commence comme ça au générique, donc... 84, Michael Paré, Diane Lane, elle est magnifique en plus dans le film. Extraordinaire. Incroyable. Et Walter Hill est un cinéaste de femmes aussi, parce qu'on en parle beaucoup dans le livre et dans le fait qu'il a tourné avec très peu de femmes. Mais en fait, Isabelle Adjani, elle est incroyable dans Driver. Magnifique. Diane Lane dans Les Rues de Feu, elle est incroyable. Elle n'a jamais été plus belle. Et franchement, c'est aussi un cinéaste de femme, quand même. Willem Dafoe. Premier rôle. Je crois qu'il avait prévu le premier rôle de Willem Dafoe. Premier rôle à l'écran, ouais. Et je crois que il avait prévu une trilogie. Oui, il avait plus ou moins commencé à vendre une trilogie. Les scénarios n'ont jamais été écrits. Il avait prévu une trilogie. Si le premier marchait, le premier a été un énorme échec, à l'exception de l'international, très très important au Japon. Mais donc voilà, le film s'est arrêté là. Mais c'est un film qui est devenu culte parce qu'il a été redécouvert sur le tard. Moi je l'ai vu sur le tard. Et c'est le seul film. Je crois que je l'ai vu en Blu-ray la première fois. Ouais, absolument. C'est le seul film de Walter Hill, quand même, je précise, où il avait quasiment un budget de superproduction. C'est son seul film. Walter Hill a toujours travaillé avec des budgets moyens, et c'est son seul film où il avait le budget vraiment de faire ce qu'il voulait faire. Donc si tu veux, la mise en scène des Rues de Feu, il m'a vraiment expliqué qu'il était jamais parti d'une séquence sans l'avoir tournée comme il voulait la tourner. D'accord. Donc ça c'est intéressant parce que visuellement c'est un film qui a de la gueule. Puis là encore il y a ce côté complètement intemporel. T'es comme tu sais pas à quelle époque tu te situes. T'es un film qui est entre Mad Max et le monde moderne. Tu sais pas trop où t'es. Il passe à la comédie. Comment claquer $1 million par jour en 85. Alors là c'est plutôt un véhicule. Je crois qu'il participe pas au scénar ni rien. C'est plutôt un véhicule pour Richard Pryor et John Candy. Moi je l'aime bien ce film. Moi je le trouve un peu chiant. Il y a des bonnes séquences. On sent que Walter, il est pas tout à fait à l'aise. C'est pas son univers, quand même. Puis Richard Pryor, il prend quand même de la place à l'écran. Quand tu vois Superman 3, c'est un film de Richard Pryor, tu vois. Il est là, il est bien présent, tu vois que lui, quoi. Un trésor national, quoi, aux États-Unis. Non, ce qui est intéressant avec Comment claquer $1 million par jour, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on comprend que Walter Hill, qui est un cinéaste, dans quasiment tous ses films, il y a de l'humour, mais ce sont jamais des
comédie à proprement parler. Quand il passe à la comédie, ça marche moins. Surtout la comédie à la Richard Pryor, qui est quand même une comédie et John peu grasse, Candy, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu... Ça marche moins. C'est un peu lourd. Crossroads 86, alors ça pareil, un film que j'ai redécouvert complètement sur le tard. Je crois que je l'ai en DVD uniquement. En zone 1, non? Moi, je l'ai en zone 1. Ouais, je crois que c'est pareil. Alors, Ralph Macchio, le Karate Kid, qui va partir à la recherche avec un vieux black, ils vont partir à la recherche d'un morceau perdu, je crois, un truc comme ça, et à la fin, le duel final, alors là, pour les gens qui font de la guitare, avec Steve Vai, incroyable, tu sais que le morceau qu'il joue à la fin, enfin, le morceau que joue Ralph Macchio, c'est Steve Vai qui le joue, et tu sais que c'est un morceau qui est ultra casse-gueule à la guitare, un truc de fou. J'imagine qu'ils ont choisi un morceau... Eugene Bag of Tricks, c'est un truc, mais c'est... Et quand je revois la scène, il mime bien les mouvements Ralph Macchio, il s'en sort pas mal. Il voulait un acteur afro-américain au départ pour jouer le rôle de Ralph Macchio, parce qu'il trouvait que ça n'avait aucun sens de mettre un acteur blanc pour jouer... Surtout que tous les autres personnages, y compris le diable, c'est des acteurs on est vraiment sur un jeune afro-américain qui se questionne sur son histoire, en fait, et sur ses racines. Mixé avec la légende de Robert Johnson, vous connaissez, c'est fin des années 20, je crois. Il y a 2 photos qui existent de lui, et le mec, soi-disant, il est arrivé à un moment, tout le monde se moquait de lui, il jouait pas bien de la guitare. Il est parti, il a dit, j'ai été... à un crossroads, j'ai été à un carrefour, une intersection. Enfin, lui, il l'a pas raconté, mais tout le monde parlait autour de lui du fait qu'il avait rencontré le diable. Et quand il est revenu, il jouait divinement bien. Il a donné naissance au blues moderne, Robert Johnson. Donc c'est très librement adapté de toute cette histoire, quoi. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui est pas forcément non plus très... qui ressemble pas forcément à ce qu'on attend de Walter Hill, mais moi je le trouve très, très intéressant. Et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que Walter Hill, souvent, il est là où on l'attend pas, où on pense pas le trouver. Ça, c'est un film vraiment sans spoiler. On en parle beaucoup dans le livre. C'est un film qu'il a fait pour une raison très, très précise, très touchante, et que je ne veux pas spoiler ici, mais c'est un film qui est très important pour lui. Parce qu'il y a plein de films comme ça, on se dit, mais c'est qui est le réalisateur? Ah, Walter Hill, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. 87. Extrême préjudice, Nick Nolte encore. Alors là, Jerry Goldsmith à la musique, John Milius au scénar, donc inutile de dire qu'on est dans le plus pur cinéma des années 80. Ouais, carrément. La musique, il y a des petites inflexions de Rambo, t'as ce côté très mec qui va affronter un autre mec, règlement de compte, très western. Tu l'aimes bien ce film? Ouais, j'aime beaucoup. C'est un film un peu inégal aussi. Il y a 2 histoires. Il y a une histoire avec des militaires, il y a une histoire avec un shérif et un drug dealer du cartel qui se battent pour une femme. Je pense que cette partie-là fonctionne, les militaires un peu moins, mais ça reste énorme. Qu'il avait un côté un petit peu, ce film, il a un côté un petit peu le cul entre 2 chaises. Ouais. Parce qu'il y a un côté très western, et en fait, si t'avais changé la bande-son, si t'avais changé l'enrobage du film, t'aurais pas du tout la même vision. Il y a un côté vraiment western, très poussiéreux, tu sais, et puis t'as cette musique de Goldsmith. J'ai toujours, même plus jeune, j'avais un espèce de décalage avec ce film. On dirait que la musique colle pas sur les images, quoi. Ouais, c'est intéressant, mais en tout cas, il y a un élément de bravoure dans ce film. Pour moi, il y a la plus grande scène d'action de la carrière de Walter Hill. Attention, tu vises haut, là. Ah, je vise haut, mais je le dis, je le surligne, je le répéterai. C'est la scène d'attaque dans la station-service. Ah ouais. Pour moi, en termes de mise en scène, en termes de crédibilité, en termes de découpage, de jeu d'acteur, de tension, c'est la plus grande scène d'action mise en scène par Walter Hill, et donc de facto une des plus grandes du cinéma, quoi. Mais je trouve ça énorme. Ah ouais, c'est énorme. Elle est énorme. Comme la poursuite en bus dans Double Détente. Comme la poursuite en bus, bien sûr. Pas j'aime beaucoup le début, j'aime moins après. Parce que moi, qu'est-ce que j'aime ce film. Ouais. Il a quand même réalisé un Schwarzenegger, Walter Hill, Double Détente, 88, Schwarzenegger, Jim Belushi, encore une espèce de buddy movie, qui carrément fonctionne, mais... Ouais, ça fonctionne, c'est carré. Je trouve que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Schwarzenegger, il aurait pu être complètement ridicule, je trouve qu'il est à sa place. Ouais, et c'est... Ça moi, fonctionne. Je me souviens de tout, un gamin au cinéma, je me souviens de la pierre dans la main, dans le sauna, au début, bien sûr. C'est fou. Toute l'ouverture est vraiment très très cool. Et tu vois, j'ai imprimé dans les yeux toute la séquence quand il passe à travers, qu'il balance un mec, qui tombe dans la neige et tout. Ouais, ça c'est très bien. On peut même pas en répéter d'ailleurs des dialogues dessus, parce que sinon on va être trop grossier, quoi. Tu vois, tu commences à être sur des doublages français qui vont chercher quand même très très loin. Ouais, c'est vrai, ça m'étonne pas. L'histoire de la montre, qu'est-ce qu'il a dit ouais, c'est vrai que c'est costaud, Johnny Hanson. Ça, moi, j'adore. Johnny Belle Gueule, moi, j'adore aussi. 89. Ah ouais, mais c'est cool, parce que c'est un film qui a pas une très bonne répute, moi, je trouve extraordinaire. Ah, mais il est fantastique. Et surtout, un des plus beaux rôles de Mickey Rourke. Énorme. On utilise pleinement, justement, Johnny Belle Gueule. Un rôle de manière assez inquiétante, un rôle qui c'est quand il avait visionnaire. C'est quand il avait encore un visage, quoi. Et qui joue le rôle d'un mec déformé. Et vu ce qui se passe ensuite dans la vie de Mickey Rourke, c'est extrêmement étonnant et étrange.
C'est vrai. Morgan Freeman, Lance Henriksen. D'ailleurs, il a toujours une galerie de second rôle qui est impressionnante. Hein. Parce que quand tu tapes la vidéo, tu dis ah ouais, Johnny Bellegueule, Mickey Rourke, ouais, puis tu regardes derrière et t'as 4-5 noms que tu connais et qui sont devenus plus tard des superstars, qui ont joué dans plein de films. Enfin, je trouve, et ça, c'est un peu toute sa carrière hein, d'ailleurs. Hein. Il a tourné quasiment exclusivement qu'avec des top stars. C'est très étonnant. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'a tourné, qui a dirigé la crème de la crème de la crème des acteurs américains. Quoi. Ouais. 48 heures de plus, 90, c'est la seule fois où il fait une suite, non ? C'est la seule fois où il fait une suite, ouais. On vient le chercher ou ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette suite. Il se trouve qu'avec Eddie Murphy, parce qu'Eddie Murphy, entre-temps, avait développé les flics de Beverly Hills. Ça fonctionne, il trouve un créneau, on aborde Walter Hill, il est pas sûr de vouloir le faire, mais en gros, on lui dit, ça sera avec ou sans toi. Donc, ouais, carrément. Oui, c'est-à-dire, au bout d'un moment, nous, on va le faire, donc soit le ton est un petit peu différent, d'ailleurs, du film. Eddie Murphy, entre-temps, est devenu quand même une star. C'est un film que moi, j'aime vraiment bien. Ah, moi, j'aime beaucoup aussi. Je le trouve très cool, voilà. Après, c'est pas un film, il n'y a pas beaucoup de surprises. Ouais. On est en terrain connu, quoi. 13 passes en 92, alors moi, celui-là, c'est un de mes préférés. Les Pilleurs, je l'ai toujours adoré, ce film. Alors, au scénar, Bob Gale, Robert Zemeckis. Ouais. Le duo derrière Retour vers le futur. Qu'est-ce qu'ils foutent là dans une espèce de chasse au trésor urbaine? Alors en gros, 2 pompiers vont se retrouver à mettre la main sur une carte au trésor. Et la carte au trésor les emmène, c'est pas les Goonies, ça les emmène en plein milieu du hood, dans plein ghetto. Alors, ghetto, on parle de Ice-T, Ice Cube et leur gang. Et puis les 2 pompiers, Bill Paxton, William Sadler. J'ai toujours trouvé ça mais excellent. Et là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait de l'humour. Il y a de l'action. Ça bouge, c'est quasiment un huis clos parce qu'ils se retrouvent très vite coincés dans un seul lieu avec les mecs qui sont en bas et qui ont compris qu'il se passait quelque chose et qui veulent récupérer ce sur quoi ils vont mettre la main. Je trouve ça mais excellent. C'est Bah, j'aime bien comment tu le décris. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est vraiment on resserre le propos, c'est-à-dire qu'on part sur une énorme fresque d'aventure. Tout d'un coup, le pompier trouve une carte au trésor dans un immeuble en feu et tout, et tu te dis, mais où est-ce que je vais partir? Et tu te retrouves dans 2 pièces, tu vois, dans un appartement pendant 1h30, quoi. C'est c'est très très bien réussi. C'est peut-être un de ces films pour lequel j'ai le plus d'affection. Avec mon frangin, on le regardait encore. Ça ne vieillit pas. Encore quand je l'ai vu dernièrement, je me dis quel film. Ouais. Ça fait partie des petites péloches de cinéma urbain. Tu sais, comme le Judgment Night de Stephen Hopkins. Avec l'espèce de... Non, je l'ai pas vu, mais j'adore Stephen Hopkins. C'est génial. Mais tout Stephen Hopkins est excellent. Enfin... Des gens traqués à chaque fois. Et Et là, le mec qui est accroché à la porte, tu te rappelles? Dans les Pilleurs. Non. Il y a je crois que c'est le frère d'un des bandits, il est attaché à la porte, et ils disent vous pouvez pas rentrer, vous pouvez pas nous mitrailler parce qu'on l'a mis derrière la porte. Ça me dit un truc. Et le mec tout le long de vue il fait moi on m'appelle Trompe-la-Mort, Ah oui, bien sûr. Et à un moment il se fait plomber, et le mec il fait il était pas si Trompe-la-Mort que ça. C'est énorme ce film là, c'est vraiment un putain de film d'action. Et tu sautes quand même un épisode important de la carrière de Walter, c'est Les Contes de la Crypte. Je le dis parce que je l'ai noté en plus. Il est quand même un des co-producteurs, je vais pas dire co-créateur, mais en fait pas loin de ça. Je crois que c'est la première série HBO, en tout cas une des premières, qui a été un énorme succès, Les Contes de la Crypte. Et vraiment, c'est Richard Donner, Zemeckis. C'est Walter Hill. C'est les Masters of Horror avant l'heure, quoi. Ouais, exactement. Et le mec, alors t'as raison de le citer, c'est en 89, il en réalise 3 épisodes, je crois. Et surtout il fait le pilote et il est producteur de toute la série. Et c'est lui qui a racheté les droits, etc. Et en fait, donc ça aussi, ça le fait bouffer un moment. Hein. Ah bien sûr, mais surtout c'est important de voir que Walter il va faire très peu de télévision, mais à chaque fois qu'il va faire de la télévision, c'est plutôt très 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 réussi. Puis c'est bien choisi aussi. Hein. Bien sûr. En tant que producteur, il sait où il met son nom, parce qu'il produit pas tout et n'importe quoi. Donc Geronimo, alors là il touche au western. Geronimo en 93, alors Jason Patric, Gene Hackman, Robert Duvall, on l'aime Robert Duvall quand même. On l'adore. Ils se sont pas très bien entendus sur le tournage, mais super western de Walter Hill. La photographie est extraordinaire aussi. Pour le coup, on est sur un western avec un montage très Walter Hill, donc très cut, très dynamique, mais avec une image qui renvoie quand même pas mal au film de John Ford. Ouais. Exactement. Sublime, quoi. Je trouve qu'entre ses premières réalisations et celle-là, on a l'impression qu'il s'est approprié un petit peu le western et qu'il sait faire la différence entre un film urbain, filmé en béton, acier, et les grands paysages du western. Je trouve qu'il est plus posé sur ces films-là. Non, mais c'est un très très joli film. De toute façon, on peut pas se planter. Gene Hackman, Robert Duvall, qu'est-ce que tu... Et Wes Studi qui joue le rôle de Geronimo, qui est extraordinaire dedans, quoi, qui donne aussi comme ça une présence
à ce personnage historique. Il est très connu, ouais, tu dis, parce que... Bah, il était dans... Ouais, bien, bah, très connu. Enfin, oui, il est connu. Il était dans Le Dernier des Mohicans. Par toi ou par des gens... Il est connu comme un acteur amérindien connu, quoi. C'est-à-dire que quand ouais. il y a un rôle amérindien, il est là, quoi, tu Ok. vois. Je te montre son visage, tu vas le reconnaître. Mais je l'ai vu, je m'en souviens bien de ce film. Mais c'est sûr que c'est pas Robert Duvall. Et puis surtout, t'en oublies un, dans Geronimo, il y a quand même un des premiers rôles de Matt Damon aussi. Hein. Ah ouais? Ah bah, Matt Damon, il joue l'assistant de Jason Patric qui prend les notes, quoi. Putain, il faut que je le revoie. Il y a Matt Damon, mais c'est pour ça que c'est vraiment tous les gens qui ont traversé comme ça la carrière de Walter Hill, quand même, ont explosé, quoi. Ah ouais. C'est étonnant. Je savais pas. Il enchaîne d'ailleurs avec un autre western, Wild Bill, 1995, Jeff Bridges, John Hurt, Ellen Barkin. Ça aussi, c'est dingue. Super film, malheureusement gros échec. Jeff Bridges en parle très peu, voire pas du tout. Film dans lequel il y a de la vidéo, une ambition de Walter Hill aussi de tourner avec de la vidéo et de la pellicule, du noir et blanc, de la couleur, très libre visuellement et résultat un peu dérangeant quand on n'a pas l'habitude, quoi. Ouais. Mais moi j'aime bien. Last Man Standing, 96, dernier recours avec Bruce Willis. C'est une adaptation un peu libre de Yojimbo de Kurosawa. Oui, c'est un film effectivement qui s'inspire d'un livre à partir duquel s'est inspiré Kurosawa. Le livre s'appelle Red Harvest. Et donc Kurosawa en a fait Yojimbo et Walter Hill en a fait Dernier recours. Et Sergio Leone. Et Sergio Leone en a fait pour une poignée de dollars. Mais alors Sergio Leone, il a carrément copié vraiment Yojimbo. Ouais. Il y a même eu un conflit juridique sur ouais le sujet. Ouais, carrément. Ah, d'accord. Carrément. Kurosawa est crédité là, dans le scénario. Oui, Kurosawa est crédité dans le Walter Hill. Et surtout, Walter Hill a accepté de faire ce film parce que Kurosawa a donné son feu vert. Sinon, Walter ne l'aurait pas fait. Kurosawa a aimé la version de Walter Hill. Il est en paix avec cette version. Qui est quand même très différente, parce que je dois te dire que quand moi je le vois, ce film pour la première fois, je suis un peu désarçonné. On est plus proche du cinéma de John Woo. Ouais. Enfin, moi, je le il y a un côté comic book, quoi. C'est ça. Ça fait un moment que je l'ai pas revu, mais il y a un côté l'homme sans nom qui arrive, un peu taiseux, tu sais, puis ça part en vrille avec des gunfights hyper chorégraphiés là-dedans pour le coup. Hein. Ouais, et puis un Bruce Willis qui est excellent et qui avait dit à Walter Hill après qu'ils aient parlé du personnage, si je comprends bien, tu me demandes de la jouer un peu comme ces acteurs des années 40, Bogart, etc., de parler très bas et de dire très peu de choses. Et Walter lui a dit, c'est exactement ce que je te demande, et c'est exactement ce qu'il fait tout le film. Et c'est marrant parce que le film avait été, dans mon souvenir, assez mal reçu à l'époque. Hein. C'est possible qu'à l'époque il n'ait pas très bien marché, mais c'est un film qui est très efficace encore aujourd'hui. Hein. Je sais même pas s'il a été bien réévalué, ce film, parce que les gens n'en parlent pas trop. Il est finalement. très oublié. Ouais, c'est ça, dans la filmographie de Bruce Willis, il passe un peu discrètement. En revanche, souvent quand on le voit, on est plutôt assez surpris et généralement le film fonctionne, quoi. Ouais. Après, c'est pour moi, alors là, on en a parlé brièvement tous les deux, mais c'est Supernova en 2000. Alors là, c'est un petit peu le film de la cassure. C'est là pour moi que la carrière de Walter Hill bascule un petit peu. Alors, il va faire des très belles choses après, on va le voir. Supernova en 2000, il le renie à tel point qu'il le signe Thomas Lee. Parce qu'à l'époque, c'était... comment c'était le mec il utilisait un pseudonyme, là, Alan Smithy. Ouais. Alan Smithy. Il l'a pas signé Alan Smithy, je crois, parce qu'il n'a pas pu. Ouais, exactement. C'est ça, hein. Ouais. Et donc, il a signé Thomas Lee parce qu'il a totalement désavoué ce film. James Spader, Angela Bassett, je ne l'ai jamais vu. Parce que j'ai vu tellement de critiques catastrophiques. Je me souviens d'une critique qui avait dit ouais, ça fait long pour assister à un porno de l'espace sans scène de fesses. Et le mec, il avait écrit ça, je trouvais ça excellent. C'est un film, même Coppola a été mêlé au projet ensuite. Enfin, c'est un film, c'est vraiment un film catastrophe, quoi. Les producteurs ont démoli le film. Il reste pas grand chose de ce qu'a fait Walter. Il en parle un petit peu, Walter? Ouais, bien sûr, on en parle, on discute de pourquoi il est parti du projet, on essaye de comprendre aussi ensemble qu'est-ce qui est de lui et qu'est-ce qui n'est pas de lui, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il aurait aimé faire, qu'est-ce que ça aurait pu être. Il l'a revu le film, lui, il est capable de le supporter? Il revoit très peu ses films. Ouais. Il aime pas trop. D'accord. Il y a même une blague chez lui où en gros il y a un de ces vieux films qui passe à la télé, sa femme tombe dessus, le regarde et lui il est généralement... il lui demande dans la pièce d'à côté, il entend et il lui demande de couper la télé tout de suite. Quoi. Ouais. Non, il est... c'est Supernova, en même temps c'est pas le film qu'il doit avoir envie de revoir. Hein. Ouais. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, c'est un film difficile. Mais je crois pour les spectateurs aussi c'est difficile, hein, parce que ça tape quand même des notes un peu lamentables de partout. Ensuite, Undisputed, un seul deviendra invincible en 2002. Alors là, Wesley Snipes, Ving Rhames, c'est encore un film de bonhomme, quoi. Carcéral, ça se tape dessus, film un genre de Fight Club.
film de boxe, premier film de boxe depuis Le Bagarreur. Et Walter est un passionné de boxe et ça se sent. Ouais, très bon film. Là, je parle en son nom. Il manque peut-être une histoire d'évasion. Ouais. Qui aurait amené un peu plus de profondeur au sujet. Mais, mais après, moi, si tu claques une histoire d'évasion là-dessus, ça va te monopoliser une bonne partie du métrage. Moi, j'aime bien l'idée. L'idée d'Undisputed qui est intéressante, c'est qu'il y a un champion du monde de boxe anglaise qui se retrouve incarcéré. Et il se trouve que dans cette prison, il y a le champion local des combats de boxe de prison. Et on va se confronter les deux. Et à titre personnel, c'est un sujet pour moi suffisamment intéressant, suffisamment dense. Ouais, je trouve aussi. Mais c'était pas le cas de Walter, mais il aime beaucoup ce film quand même. Ah, moi je l'aime énormément, et plus je le revois, plus je l'aime. Et d'ailleurs, il a donné lieu à tout un tas de suites. On aurait pu croire que ce serait des TV à la va-vite dégueulasse. Mais non, il y a Isaac Fiorentine qui en réalise un, je crois. Peut-être même plusieurs. Non, le premier, je crois. Le premier, Isaac Fiorentine, que tu as interrogé aussi. Ouais. Voilà. Super réalisateur. Voilà. Super. Et qui a un petit peu lancé Scott Adkins, les Boyka, tout ça. Ouais. C'est des suites de ce film. Il a fait les ninjas aussi. Qui sont vachement bien. Les ninjas, ils sont énormes. Mais vraiment vachement bien. Enfin... Les gens qui aiment les films d'action un petit peu American Ninja des années 80, Michael Dudikoff, de Sam Firstenberg, que tu as interrogé aussi. Pour moi, Florentine, c'est vraiment la continuité de Firstenberg. Je trouve que c'est un meilleur cinéaste. Mais c'est vraiment la continuité. Ouais, mais c'est autre époque, autrement. C'est une autre époque. Sam Firstenberg, il devait faire à la débrouille. Il faisait grave à la débrouille, et pour le coup, son premier film avec Sho Kosugi, dont le titre m'échappe, avec son premier film de ninja, quoi, est vraiment bien. Très bien. Après, Deadwood, là encore, tu parlais tout à l'heure, c'est HBO, Deadwood ? Oui. Lui réalise un épisode. Deadwood, surtout, non, il fait le pilote. Deadwood, il fait le pilote. C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il va reprendre le personnage de Wild Bill, donc qui tournait en fiction. Et là, ils se sont surtout intéressés à la ville, puisque le sujet c'est la ville, mais ils sont allés tourner au même endroit où ils avaient tourné avec Wild Bill. Et Deadwood, tout simplement, la première saison, c'est une des meilleures saisons de ces 20 dernières années. Mais c'est une des séries qui lance vraiment HBO, quoi. C'est extraordinaire. En télé après, c'est extraordinaire. Ouais. La première saison, elle est touchée par la grâce. Donc voilà, il fait le pilote, il donne le ton, il donne l'atmosphère. Et du coup, il continue à nager en plein western. Broken Trail, mini-série, 2 épisodes, Robert Duvall, Thomas Hayden Church. Moi, quand ça arrive, alors il faut quand même reconsidérer un petit peu le contexte de l'époque. La télé n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quand vous aviez un téléfilm comme ça, une mini-série en 2 parties, que vous voyez cette qualité-là sur petit écran à l'époque, moi je me rappelle, on achetait le DVD et tout, c'est incroyable. Broken Trail, c'est incroyable. Déjà, Robert Duvall... J'ai DVD chez Cinecorner. Non, mais c'est une mini-série extraordinaire, c'est qualité cinéma de très très loin. Ouais, et puis Robert Duvall, en fait, son côté vieillissant apporte un peu tout le poids au western. Et là, on est dans une mise en scène, une approche plus classique. Ouais, on en a parlé, mais un cadre télévisuel, parce qu'on est quand même pour la télé, avec une mise en scène vraiment plus posée. C'est un film très sensible. Et j'en avais parlé à Walter, il rigolait beaucoup quand je lui disais ça. Il me disait, mais est-ce que tu sous-entends que je ne suis pas une personne capable de sensibilité et parce qu'il a vraiment cette image du cow-boy un peu bourru. Mais en fait, Broken Trail, c'est le film sensible de Walter, et c'est excellent. Et, c'est vrai que c'est ultra touchant. Ouais, et surtout, c'est un film, quand on aime le western, c'est un sujet qui est très peu abordé dans le western, c'est-à-dire c'est toutes ces familles d'immigration chinoises qui se retrouvent aux États-Unis et puis qui vont se retrouver soit à travailler sur le chemin de fer, soit à tomber dans la prostitution. C'est un sujet qui est peu abordé dans le western classique américain, et là c'est très bien fait. 2010, téléfilm qui est pas très bien noté, je ne savais même pas qu'il existait avant de préparer cette émission. Matsoswar. C'est pas un film de Walter Hill. C'est long à expliquer. C'est dans le livre. Non. Même pas. C'est en off. Exclusivité. C'est en off. Mais c'est en in dans ton émission. Mais, d'accord. Non, il n'y a pas de secret à cet endroit-là. Mais non, en fait, c'est un film qui disparaît souvent dans la filmo de Walter sur IMDb. Donc je lui ai posé la question. Et en fait, c'est un film. Walter, il a tourné un pilote pour une série télévisée américaine qui n'a pas fonctionné. Et à partir de ce pilote, il y a des gens un petit peu, on va dire... compris son nom. Un peu comme le cinéma bis italien des années 80, qui se sont dit qu'ils pouvaient faire un film de peut-être 30 minutes, 20 minutes. Donc ils ont fait un film à partir de segments. Il est court, le film, tu sais ou... Non, je crois que c'est un film d'1h20, mais en tout cas, Walter a extrêmement peu tourné là-dedans. Tu penses que c'est quelqu'un qui, en tant que réalisateur,
il est facile à vivre, exigeant, il sait ce qu'il veut, ou il s'embrouille justement Non, je pense que être réalisateur, c'est savoir faire des compromis. Ouais. Je pense que Walter, comme tous les gens dont c'est le métier, a su faire des compromis toute sa carrière. Et je pense qu'il y a des choses, en revanche, sur lesquelles il n'a pas réussi. Donc il y a dans sa carrière quelques embrouilles légendaires avec des gens importants. Mais je pense que c'est quelqu'un, c'est pas pour rien que son nom est encore sur les films Alien alors qu'il n'a plus rien à voir avec la franchise depuis le numéro 3. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui sait ce qu'il veut, quoi. Oui, ça transparaît de sa film Matt aussi. Sozois, je sais pas exactement ce qui s'est passé, c'est pas le sujet, mais le fait est qu'ils ont fait un film à partir de choses... Mais on voit clairement quand même que ça n'est pas un film de Walter. Dans sa filmo, il y a une vraie singularité, il y a une vraie... Tu peux enlever quelques films, on a parlé tout à l'heure de Comment claquer $1 million ou de choses comme ça. Tu peux écarter quelques petits projets mineurs, mais il y a quand même une vraie ligne directrice. C'est le cinéma de Walter Hill. Du coup, ça nous amène en 2012, un de ses derniers films, Bullet to the Head. C'est quoi, une balle en pleine tête en français, je sais même pas. Ouais, non, c'est une balle dans la tête, comme une le balle film dans la de John tête. Woo. D'accord, c'est adapté d'un comics, hein. Ouais, c'est un film, c'est Stallone qui est venu chercher Walter Hill. Ah ouais? Ouais, ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire un film ensemble. Walter était un petit peu hors du système. Il avait eu Schwarzenegger, alors pourquoi pas Stallone? Oui, voilà. En même temps, Stallone, Jason Momoa, Sung Kang. Jason Momoa avant qu'il explose. Hein, ouais, c'est ça. C'est un film qui respire le cinéma des années 80. Ouais, carrément. Ah, je veux dire... Carrément. Et c'est à la fois sa qualité et à la fois son défaut principal. C'est-à-dire que c'est un film qui est très pulp, très marrant, avec quelques très bonnes scènes, mais c'est aussi un film un peu passé au moment où il sort. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ? Je suis d'accord. Et d'ailleurs, la première fois que je le vois, je me dis, il est super sympa. Moi, j'ai découvert en salle. Je le trouve quand même super sympa. Il y a des fulgurances, le combat à la hache. Bien les sûr. idées sont bonnes. Je trouve même pas que sa mise en scène soit la plus inspirée au niveau des gunfights et tout. On sent un peu le film de commande, voilà, qui vient réaliser. On sent la fin de carrière, avec tout le respect que je lui dois, parce que je l'adore. Mais par contre, je l'adore. Hein. Je l'ai en Blu-ray, et je peux le revoir, il n'y a pas de souci. Mais je trouve pas que ce soit son meilleur film. Non, on aurait pu s'attendre à mieux. Bien sûr. Peu... Surtout Stallone, Walter Hill, voilà, après, il prendra peut-être un peu au sommet, quoi. Il prendra peut-être un petit peu de patine avec le temps aussi. Hein. En tout cas, il y a je n'irai pas jusqu'à dire un culte, mais il gagne en intérêt au fur et à mesure des années. Ouais, puis c'est en fan. Un projet sympa de Stallone quand même par rapport à d'autres trucs qu'il a fait, notamment aujourd'hui, Stallone. Carrément. The Assignment 2016, Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas regardé. Tu me l'avais conseillé, mais je l'ai toujours pas regardé. Écoute, j'adore les 45 premières minutes. Ouais. Je trouve incroyable. Mais le parti pris du film, c'est quoi? C'est une tueuse, un tueur qui a changé de sexe? Ouais, en fait, tu vas voir, c'est un médecin un peu fou qui, pour se venger, force une opération de changement de sexe à un tueur, et c'est l'histoire de ce tueur. C'est marrant qu'il y ait cette thématique-là. C'est très pulp, c'est une BD aussi. Voilà, par rapport à ce qu'on a dit en ouverture, que c'est le cinéma de bonhomme, Walter Hill, et que tu termines presque par ce projet-là. Complètement. Film excellent dans sa première heure. Très, très. Regardez la vitesse à laquelle ça va. Le rythme. C'est quand même un cinéaste qui a 80 ans qui donne une leçon de rythme à beaucoup de monde. Il a presque 85 balais maintenant. Ouais, 83, 84. Ouais, peut-être 84. Mais j'aime moins la fin qui est un peu plus figée. Mais ça reste un très joli film. Ouais, un film fréquentable, quoi. Un film très fréquentable quand tu le vois avec du recul. Voilà. Il faut comprendre aussi où il en est quand il fait ça. Et alors là, honte à moi, je l'ai jamais vu et j'en ai appris, j'ai appris que ce film existait là il y a quelques heures. Dead for a Dollar, 2022, Christophe Waltz, Willem Dafoe, qui revient, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, ça vaut quoi ça? Écoute, t'as l'air gêné. Moi j'aime pas du tout. Tu veux que je coupe cette question? Non. C'est un western. Donc c'est le retour au western. J'aime pas du tout, pour être très sincère. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Rien que la bande-annonce, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un cachet visuel qui était pas magnifique, quoi. Ah non. Voilà, non. Mais pourtant c'est un très bon chef-op. Mais j'aime pas du tout. En revanche, t'as Christophe Waltz, Willem Dafoe quand même, Rachel Brosnahan, Walter Hill. C'est un film qui a très bonne réputation. Ah ouais? Il y a eu des très bons articles, mais très bons. Vraiment? Dans le New York Times, et j'ai du mal à saisir pourquoi. D'accord. Voilà. C'est un pur western. Là, vraiment, on termine sur une note... c'est un pur western. Mais non, moi, je trouve ça... Ça n'entache pas sa filmo. Je trouve ça pas bon. Mais après, ça n'entache pas sa filmo. Tu penses d'ailleurs que... Alors, tu penses d'ailleurs que ça sera
son dernier fait d'armes ou qu'il en a encore, il a J'ai encore un film sous le pied Ah, c'est compliqué de te répondre parce que j'ai discuté avec lui pour la sortie du livre récemment, mais j'ai pas vraiment posé cette question. C'est quelqu'un qui écrit tout le temps. Ouais. Il a plein de projets. Il devait faire un. C'est comme un requin, quoi. S'il arrête de nager, il coule, quoi. Voilà, il avait écrit un remake de The Killer, de John Woo. Ah bah mais là, on aurait préféré voir celui-là que celui qui est tombé sur les plateformes. Un remake de Baby Jane, What Happened to Baby Jane. Il a travaillé sur plein de choses. Maintenant, est-ce qu'il va faire encore un film? C'est plus compliqué, ça je peux pas te répondre. Surtout que, comme on l'a dit, aux États-Unis, ils ont pas forcément le culte du réalisateur. Ouais. Même des plus grands, hein, parce que là on a l'air un peu élitiste, on parle de Walter Hill et tout ça, il est peut-être pas très connu, mais même il y a d'autres réalisateurs comme Michael Mann ou comme Fincher aujourd'hui, ils ont plus les entrées comme ils les avaient il y a quelques années. Hein, aux dis-toi États-Unis, que Martin Scorsese a du mal à faire produire ses films autrement que par Netflix, donc bon, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Le nom de l'auteur, nous on est là à dire quel grand réalisateur, mais aux États-Unis, t'es vite oublié. Hein. Surtout quand t'as passé 80 ans. Ouais. Et donc pour toi, on verra peut-être un dernier Walter Hill. Non, honnêtement, je ne sais vraiment pas. C'est une bonne question. Je suis incapable de répondre à cette question. D'accord. Désolé. Bon, on va finir là-dessus. Hein. C'est une petite note un peu tristoune, peut-être. Ouais, non, mais... Mais en fait, on a quand même parlé de sa carrière. J'espère que vous en aurez tiré autre chose qu'un ou deux derniers films un peu moyens. Non, mais Walter Hill, vraiment, pour conclure, Walter Hill, c'est un cinéaste moderne. C'est un cinéaste extrêmement vif. C'est un cinéaste intelligent. C'est un cinéaste qui a un regard d'auteur, mais qui est aussi un artisan dans la plus grande tradition des artisans hollywoodiens. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait le pont entre la vieille garde, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que pour moi ça résume bien qui il est, la vieille garde, les John Ford, Henry Hathaway, Raoul Walsh, tous ces mecs-là, et la nouvelle génération que je dirais pop, type Tarantino, Winding Refn, Edgar Wright, Roger Avary. Je pense que Tarantino, il a toute la filmo de Walter chez lui, quoi. Ouais, bien sûr, mais il l'adore. Et en fait, d'ailleurs, quand vous lirez la préface, vous verrez que quand Tarantino a reçu un certain prix, il a invité 2 personnes pour les remercier, Walter Hill et Roger Avary. Et donc, c'est quelqu'un qui l'estime énormément. Et Walter fait le pont entre ces 2 types de cinéma, ces 2 générations, et il le fait très bien avec sa singularité à lui. Et ben voilà, je t'ai laissé le mot de la fin, c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Donc on a ce livre qui est dans toutes les bonnes librairies, La Dimension Walter Hill. C'est chez Rouge Profond. T'en es intégralement content de ce bouquin? Ouais, je suis content. Ouais, franchement, t'es content. Vraiment, je suis content. Voilà, un très beau cadeau de Noël peut-être. Tu conseilles quoi pour l'acheter? Plutôt en ligne, plutôt sur le site de Rouge Profond? Moi, je conseille toujours d'aller en librairie, parce que c'est bien de soutenir la librairie. Et puis après, s'il n'est pas trouvable en librairie, de le commander. Et sinon, Rouge Profond, c'est quand même un petit éditeur. Ouais, il fait un travail extraordinaire, parce que moi j'ai plein de... C'est un petit éditeur avec une ambition de grand éditeur et un travail de grand éditeur. Il édite énormément de choses de qualité et c'est toujours un plaisir de travailler avec Guy Astic, qui est donc le patron de Rouge Profond. Mais oui, le livre est disponible partout. En vrai, allez le choper en librairie et si c'est pas possible, commandez-le comme vous pouvez, quoi. Voilà. Et on te laisse encore 2 minutes. Tu veux faire ta promo sur quelque chose? T'as un projet? Un podcast, des fois, dont tu veux nous parler? Écoute, si je profite... Oh, le rire de cinéma. je profite de ta chaîne. Non, mais oui, vous pouvez me retrouver dans les pages de SoFilm. J'ai une rubrique sur laquelle je reviens sur mes rencontres avec des cinéastes américains, écrit un peu... avec un peu d'humour, j'essaye toujours de proposer un décalage sur ces rencontres-là. Et puis sinon, le podcast Popcorn et Banjo, qui est la seule émission de cinéma où on diffuse exclusivement de la musique country. Ouais. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les chaînes de podcast habituelles. Sur les services de streaming et tout? Ouais, exactement. Apple Podcast, Deezer, Spotify, voilà. Ok, Thomas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. J'espère que tu vas revenir avec une promesse, et que le prochain coup, on essaiera de se trouver des sièges à la même hauteur. Parce que non, Thomas est gigantesque. Moi, je fais à peu près vraiment littéralement une tête de moins que lui, mais il a passé quand même l'émission un petit peu plus bas que moi. J'espère que les conditions techniques seront bonnes, que le son sera bon. On va essayer de monter ça et de rendre tout ça digeste. Mais vraiment, tu reviens quand tu veux, dès que t'as... si le prochain Ciné Bazar il sort, là. Parce qu'on l'attend quand même. On croise les doigts. Ce numéro 9, hein. On verra. Voilà. Moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine. Thomas, à la prochaine aussi. Avec plaisir. Et comme toujours, soyez curieux, éclatez-vous, profitez de tout, et on se retrouve ici là même, sur cette même chaîne. Ciao! Ciao!